On a été contacté en fait par des passagers clandestins dans lequel, une maison d'édition dans laquelle il y a une collection qui s'appelle Les précurseurs de la décroissance. Précurseurs de la décroissance, il y en a beaucoup. Alors, il faut entendre décroissance, pas simplement, ça peut être en tout cas précurseur d'un questionnement sur la croissance. Hein, c'est au-delà de ce qu'on peut penser par rapport strictement à décroissance. Et donc, il y a une série d'auteurs qui ont été déjà traités dans la série des précurseurs de la décroissance. Bien sûr, il y a Gortz, Castoriadis, Ellul, Tolstoï, Giono, bon bref, etc., etc. Donc, il y a déjà beaucoup de personnes. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune femme. C'est Serge Latouche, qui est responsable de la collection, qui m'a demandé, qui m'a dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des femmes qui pourraient être considérées aussi comme précurseurs de la décroissance? Et donc c'est Simone Veil qui nous est venue, surtout à partir de ce livre, à partir de duquel mon exposé s'est construit, Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Donc c'est ça qui a été important. Et donc nous avons accepté avec Françoise de partir de la pensée de Simone Veil, d'aborder la pensée de Simone Veil, qui est une pensée foisonnante, dans cette perspective-là, mais sans être enfermé dans cette perspective-là. Françoise est philosophe, moi je suis économiste, donc on ne s'est pas enfermé non plus dans ce qui nous était demandé, et ça a été très bien accepté. Je dis un mot quand même de la biographie de Simone Veil avant de commencer. Elle a eu une vie très courte, en 1909, et elle est morte à Londres en 1943, alors qu'elle était allée rejoindre la Résistance en 1943. Elle avait comme projet, en fait, parce que justement, nous en reparlerons, elle est dans l'engagement extrêmement concret. Elle souhaitait être parachutée. Donc elle a rejoint Londres pour pouvoir participer très concrètement à des opérations de résistance. En particulier, elle avait comme projet aussi la création d'une formation pour les infirmières pour pouvoir justement être utiles au front. Ce n'est pas une penseuse en chambre, on dira. Bon, du fait de sa constitution physique et d'autres raisons, elle n'a pas été parachutée. Et Françoise en reparlera, puisqu'elle va beaucoup centrer son intervention sur ce qu'elle a écrit à Londres, et en particulier l'enracinement, qui est une sorte de constitution pour le monde de l'après-guerre, tel que ça a été une commande qui lui a été faite aussi à Londres, alors qu'elle était là, et on reparlera des circonstances de sa mort. Elle est morte très jeune, en 1943. Alors, on reparlera de sa biographie, en fait, à mesure aussi de notre exposé. D'abord, je voudrais dire, pour commencer, le mien, pourquoi nous avons choisi ce titre, Simone Veil, ou l'expérience de la nécessité. Pourquoi nous avons retenu cet aspect de la pensée de Simone Veil? Eh bien, c'est parce que nous avons vécu ce qu'elle dit dans un siècle, le XXe siècle en particulier, qui avait pensé s'affranchir de la nécessité. Ce qu'elle appelle la nécessité, c'est la matière du monde. C'est la matière du monde, et nous avions pensé s'affranchir de la nécessité, s'affranchir de la limite des êtres et des choses, parce que nous avions pensé la liberté comme étant opposée à la nécessité. Nous avions pensé que nous allions pouvoir nous délivrer de la nécessité, et que, en se délivrant de la nécessité, on pourrait accéder au royaume de la liberté, comme ça a été dit
chez plusieurs penseurs de l'émancipation au XIXe siècle et encore au XXe siècle. Et donc, la nécessité, c'est-à-dire la matérialité du monde, était pensée davantage comme une entrave à la liberté, et donc quelque chose que nous devions dépasser, dont nous devions absolument nous arracher. On verra en particulier, grâce au progrès technique, grâce à la science, nous allions pouvoir nous arracher à cette nécessité, à cette matérialité pour accéder à la liberté, à l'émancipation. L'émancipation humaine a été souvent pensée de la sorte, et c'est ce que Simone Weil, dans les années 1920 et 1930, conteste. Et elle fait donc l'expérience de la nécessité, je vais en parler, qu'elle explique vraiment dans ce livre. Et pour revenir à la commande du livre, évidemment, cette idée de pouvoir s'affranchir de la nécessité, c'est ce qui a nourri l'idée de la possibilité d'une croissance économique qui serait illimitée, alors que nous vivons sur une terre limitée. Ça a nourri donc cette idée de illimite. Cette idée de, grâce au progrès technique, nous allons pouvoir justement atteindre cette possibilité d'une accumulation illimitée de la richesse. Et aujourd'hui, cela nourrit aussi l'idée d'une dématérialisation possible du monde et d'un monde qui serait uniquement liquide, d'un monde en réseau, d'une économie dématérialisée qui permettrait d'ailleurs de faire face à la crise écologique grave que nous vivons aujourd'hui, à l'affrontement que nous avons, au retour de la nécessité, parce qu'aujourd'hui on a le retour en force de la nécessité, mais justement nous pourrions nous affranchir encore de cette nécessité grâce notamment au progrès technologique. Et Simone Weil nous invite à faire l'expérience de la nécessité comme elle l'a fait elle, et en particulier. C'est ce qui l'a conduit à vraiment passer sa vie, une partie de sa vie, à réfléchir sur le travail. Parce que le travail, c'est précisément l'expression de l'expérience de la nécessité. Nous travaillons parce que nous sommes des corps, des êtres, bien entendu, d'esprit et de chair, et que le travail n'est pas une option. Ce qui nous humanise aujourd'hui, c'est précisément notre participation au monde, notre manière d'être au monde. Ce n'est pas simplement dans le but de transformer le monde, mais c'est participer à l'œuvre commune, et c'est par le travail, précisément, on verra qu'il peut être une souffrance, bien entendu. C'est par le travail aussi que nous nous humanisons véritablement, et dont nous ne pouvons pas nous échapper. Et donc, elle nous conduit à des réflexions sur le travail, à partir de cette expérience de la nécessité, qui sont très riches, je pense, qui enrichissent notre réflexion sur le travail d'aujourd'hui. Et donc, bien entendu, Simone Weil hurlerait à l'idée d'une société sans travail. Pour elle, une société sans travail, c'est l'oxymore parfait. Il n'y aurait plus de société s'il n'y avait pas de travail. Il y aurait éventuellement une fourmilière, hein, mais il n'y aurait plus de société s'il n'y avait pas de travail. Donc c'est en ce sens-là aussi que nous avons été particulièrement intéressés par l'œuvre de Simone Weil. Et le terme expérience est extrêmement important, parce que Simone Weil est une philosophe qui, en son temps, et ça nous parle aussi beaucoup aujourd'hui, ne pense pas la philosophie hors de la vie, ne pense pas la philosophie pouvant se construire dans des schémas purement abstraits. Et quand Simone Weil, parce que ça a été sa décision à un moment donné, a décidé d'aller travailler, elle a travaillé chez Renault, elle était prof de philosophie. Elle a eu son premier poste de philosophie au Puy. Il y a aujourd'hui un lycée Simone Weil au Puy d'ailleurs. Elle a été professeure de philosophie, normalienne, normale sup, c'est-à-dire elle a suivi vraiment le parcours de l'élite intellectuelle qui justement était promise à une carrière philosophique, à un métier de philosophe qui aurait pu la conduire au sommet de la carrière. Et elle a choisi, parce qu'elle a senti l'importance du travail, elle a voulu aller expérimenter
concrètement, avec son corps et pas seulement son esprit, ce qu'était la réalité du travail. Et donc elle a travaillé chez Renault, elle a travaillé chez Alstom, et de là sont issus des livres qu'elle a écrits, La condition ouvrière en particulier, qui est un livre absolument magnifique, qui est son expérience. Mais elle n'est pas allée travailler à l'usine, comme ont pu le faire dans les années 1970, je pense par exemple à Linhart, etc. Ce n'est pas une établie. Elle n'est pas allée convaincre les prolétaires qu'ils s'étaient exploités, dominés, etc., qu'il fallait qu'ils rejoignent la révolution mondiale. Pas du tout. Elle est allée faire l'expérience physique, philosophique. C'est une expérience philosophique pour elle. Et tous ces engagements, parce qu'elle sera engagée auprès des syndicalistes révolutionnaires, elle écrit dans plusieurs journaux des syndicalistes révolutionnaires, elle sera engagée avec les anarchistes en Espagne, dans la colonne Durruti. Elle a des engagements pendant la résistance également pour sauver des personnes. Bon, bref, plusieurs personnes, on pourra en reparler. C'est un engagement qui, pour elle, ce sont des expériences philosophiques. C'est en ce sens que c'est l'expérience de la nécessité, ce n'est pas simplement un discours philosophique sur liberté et nécessité. Pour Simone Veil, nous devons consentir à la nécessité. Consentir, ce n'est pas obéir. Ce n'est pas obéir. On doit consentir à la nécessité, et c'est dans ce consentement à la nécessité qu'on va pouvoir trouver ce qu'est véritablement notre liberté. Donc ça me paraît très important. On ne peut pas le mettre sous la table, on ne peut pas dépasser, on ne peut pas franchir ces limites-là. On doit consentir à la nécessité, et elle, c'est par son engagement qu'elle a consenti à la nécessité. Il s'agit d'éprouver le monde. Il s'agit d'éprouver le monde. Le savoir surgit aussi de la matérialité de notre corps et de l'expérience de la limite. C'est de là que surgit aussi le savoir. Les humains sont limités et dépendants. On ne peut pas en finir avec la limite. On ne peut pas en finir avec la mort. Et tous les projets aujourd'hui post-humanistes, transhumanistes, hein, on peut leur opposer la pensée de Simone Veil. Et évidemment, ce consentement à la nécessité fait que nous pouvons rencontrer la souffrance. Souffrance de la maladie, souffrance du travail, souffrance de la mort, bien entendu. Mais, dit-elle, le problème n'est pas la souffrance. Elle a d'ailleurs aucune fascination pour la souffrance, mais la souffrance est là. Il n'y a pas de fascination. Mais elle distingue complètement ce qui est de l'ordre de la souffrance et ce qu'elle appelle le malheur ou l'humiliation. Et j'y reviendrai. La souffrance au travail, elle existe. C'est une contrainte. Il ne s'agit pas de vouloir la supprimer. Et elle distingue complètement la souffrance de l'humiliation. Et ça, l'humiliation, en revanche, est absolument de l'ordre de l'insupportable. Elle doit être combattue partout où nous pouvons la combattre. Et cette expérience des limites, donc, elle l'a fait personnellement. Et dans ce livre, et je n'ai jamais assez remercié Françoise de m'avoir fait connaître ce livre, Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, il y a véritablement, parce qu'elle est imprégnée de cette pensée-là, il y a des fulgurances véritablement d'analyse dans les années 1930 de la situation dans laquelle elle se trouvait à cette époque-là et nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà ce qu'elle écrit. Dans l'ensemble, la situation où nous sommes est assez semblable à celle de voyageurs tout à fait ignorants qui se trouveraient dans une automobile lancée à grande vitesse et sans conducteur à travers un pays accidenté. Quand se produira la cassure après laquelle il pourra être question de produire quelque chose de nouveau? Et elle voit cette cassure possible sur un point. Simone Veil, j'y reviendrai, est une grande lectrice de Marx. Et ce livre est un dialogue avec Marx. C'est un dialogue continu avec Marx. Et en même temps, Simone Veil est très au fait de toutes les grandes questions scientifiques qui sont débattues dans son temps.
Et par l'intermédiaire de son frère, André Weil, qui est un grand mathématicien, pour qui elle avait une grande admiration, et à l'encontre de qui d'ailleurs elle nourrissait un petit complexe d'infériorité, elle a écrit énormément d'articles scientifiques, en particulier concernant toutes les théories, les nouvelles théories de la science physique, la théorie de la relativité, théorie des quanta, etc. Elle a écrit en même temps qu'elle écrivait dans la revue Le Prolétaire, elle écrivait aussi des articles scientifiques de très haut niveau. Elle avait une correspondance avec son frère mathématicien. Et elle a eu à connaître très vite ce qu'on a appelé, on pourra y revenir dans le débat, ce qu'on appelle aujourd'hui les questions de l'entropie. C'est-à-dire, elle s'est frottée avec ces théories physiques, notamment avec la seconde loi de la thermodynamique. Bon, je la dis très vite, hein, selon laquelle, contrairement à ce que nous pensions, dans la transformation de la production, nous disons souvent, rien ne se perd, tout se transforme. Hein, je vais assez rapidement. Or, justement, la seconde loi de la thermodynamique nous montre que dans cette transformation, il y a une perte. Il y a une perte, hein, c'est ce qu'on appelle l'entropie, le phénomène anthropique. Il y a une perte, c'est-à-dire que même si on recycle, ce qu'on retrouve une fois qu'on a recyclé est de moins bonne qualité pour aller vite que ce qu'on avait mis au départ. Et donc, il y a une impossibilité physique de continuer, et à l'analyse du capitalisme, de penser une accumulation illimitée des forces productives ou bien de la croissance, alors que justement, nous sommes face à des ressources qui sont limitées. Il y a dans ce livre 1934. Elle le considère comme sa grande œuvre. Mais bon, 1934, elle écrit déjà que nous allons avoir des problèmes concernant l'énergie. Et elle dit, on ne sait pas refaire du fer, par exemple. Elle dit, on ne peut pas refaire le fer. Et donc, elle a une conscience très aiguë des limites de la Terre, et pour elle, hein, c'est véritablement une limite du capitalisme, qui n'est pas une contradiction interne du capitalisme, mais qui est bien une limite, une véritable limite, dans laquelle le capitalisme peut se fracasser. Voilà ce qu'elle écrit. De quelque manière que l'on interprète le phénomène de l'accumulation, il est clair que capitalisme signifie essentiellement expansion économique, et que l'expansion capitaliste n'est plus loin du moment où elle se heurtera aux limites même de la surface terrestre. Bon, elle avait sous-estimé les capacités technologiques, etc., de reculer hein, ces moments-là. Et on voit comment aujourd'hui, hein, la question des ressources naturelles se pose, la nécessité est en train de nous rattraper très sérieusement, sans que nous l'ayons pensé. C'est dans ce sens-là que ce travail de Simone Weil est aussi important. Et elle, qu'on présente souvent, qu'on réduit très souvent, malheureusement, à une mystique, Françoise en reparlera, elle reproche à Marx, dans ce livre-là, de ne pas être allé au bout de son matérialisme. Voilà ce qu'elle reproche à Marx. Et il y a de longues pages là-dessus. C'est une philosophe matérialiste. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir eu, on en reparlera, des expériences qu'on peut appeler des expériences mystiques, de se poser un certain nombre de questions. Mais c'est une philosophe matérialiste. Et donc elle reproche à Marx de ne pas avoir vu à quel point le développement des forces productives, l'accumulation, qui était pour Marx quand même, ce qu'elle dit, une des conditions pour penser le passage à d'autres systèmes, au socialisme, voire ensuite au communisme, de ne pas avoir vu que ce développement illimité des forces productives se heurterait précisément à la nécessité, à la matérialité du monde. Et donc là, c'est une des critiques essentielles hein, qu'elle fait à Marx. Et donc, elle dit que pour Marx finalement, je vous lirai le passage, c'est très étonnant de quelqu'un qu'on a présenté comme essentiellement religieux. Elle dit le marxisme est devenu une espèce de religion, la religion du développement des forces productives qui sont considérées comme une sorte de divinité
C'est une façon de diviniser les forces productives. Et finalement, elle dit Marx n'a fait que renverser la dialectique de Hegel en donnant non plus à l'esprit, mais aux forces productives le pouvoir de porter le progrès de l'humanité. Or, ces forces productives sont limitées par la matérialité du monde. Voilà, et donc elle dit, Marx, finalement, a alimenté une pensée religieuse. Et c'est ça qu'elle lui reproche. Et elle dit, il faut s'affranchir de la religion, de la religion de la production. L'essor de la grande industrie a fait des forces productives la divinité d'une sorte de religion dont Marx a subi, malgré lui, l'influence en élaborant sa conception de l'histoire. Le terme de religion peut surprendre quand il s'agit de Marx, mais croire que notre volonté converge avec une volonté mystérieuse qui serait à l'œuvre dans ce monde et nous aiderait à vaincre, c'est penser religieusement. Voilà ce qu'elle écrit. Voilà pourquoi aussi elle mène une critique aussi très forte non pas de la science en tant que telle, non pas de la technique en tant que telle, mais de la croyance que la technique pourrait être aussi le support du progrès de la civilisation, et qu'elle pourrait nous libérer de la matérialité du monde. Regardons aujourd'hui tout ce qui se discute sur les robots qui vont remplacer les humains, etc., etc. Certains y voyant un nouveau progrès possible qui nous affranchirait du travail. Et c'est en ce sens qu'on peut la raccrocher aux théoriciens de la décroissance, je pense en particulier à Illich. Elle montre comment cette course dans le progrès technique, elle fait une critique du taylorisme, je crois la première grande critique du taylorisme. C'est Simone Weil. Dans les années 30, c'est la mise en place du système taylorien. Elle le vit chez Renault, elle le vit chez Alstom, et elle en fait une critique absolument que Gortz, Gortz évidemment aussi a fait la critique de la division du travail, du taylorisme, etc. C'est déjà extrêmement développé et très percutant chez Simone Weil. Et elle montre comment le taylorisme, qui est une technique aussi, qui est une technique d'organisation du travail, organisation technique du travail, suppose la grande industrie, suppose la concentration des forces productives, et donc la dépossession, la réification du travailleur, la dépossession justement de la vie, la dépossession du travailleur. Et elle montre dans ce livre-là, ce que Illich a appelé plus tard les effets de contre-productivité. Elle montre qu'au-delà d'un certain seuil, alors que la concentration des forces productives a pour objectif des économies d'échelle, l'augmentation de la productivité, etc., tout ce qu'on apprend en économie, eh bien, elle montre comment, elle a l'intuition déjà, et elle le montre, comment ça produit des effets de contre-productivité. La question du travail, elle ne la pose pas tout à fait comme Marx, parce que elle ne se situe pas simplement au niveau de l'exploitation, elle se situe aussi au niveau de l'oppression sociale. Et ce que peut-être on peut trouver chez Marx dans les manuscrits de 1944, l'aliénation, mais c'est au-delà même de ça, hein, c'est ce processus de l'oppression sociale. Et surtout, il y a dans sa critique de la vision marxiste de l'émancipation, enfin de la vision marxiste, bon, enfin, je vais vite, hein, parce qu'il y a tellement de visions différentes aussi dans le champ du marxisme, mais dans le marxisme dominant, il y a quand même eu l'idée que finalement, plus le capital se développait, plus le prolétariat se développait, et que le capital, en se développant, était le fossoyeur de sa propre histoire, parce qu'il développait des prolétaires qui allaient le combattre. Et elle écrit, ce qui a pu heurter beaucoup, on ne fait pas un peuple libre avec des esclaves. Et donc là, elle a vécu son passage à l'usine, dit-elle, comme une marque absolument ineffable. Elle ne conteste pas la solidarité de classe qu'il peut y avoir dans l'usine.
mais elle conteste l'idée de la conscience de classe telle que Marx a pu la mettre en évidence, et en tout cas surtout une conscience de classe qui serait due simplement à la place dans les rapports économiques de production. C'est ça qu'elle conteste. Et en particulier aussi, elle conteste l'idée qu'il faudrait que le capitalisme aille jusqu'au bout de son développement, c'est-à-dire finalement exproprie le maximum de gens pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui n'aient à perdre que leurs chaînes, et que c'est avec ce peuple-là qui aurait perdu ses chaînes qu'on pourrait construire le socialisme. Elle dit on ne peut pas construire un système libre avec des esclaves. Et ça, ça lui a été beaucoup, reproché, entre guillemets, notamment dans ses débats avec certaines parties de la gauche. Elle était très proche de Souvarine. Elle a écrit dans la revue de Souvarine, la critique sociale, et donc avec une pensée critique du marxisme déjà. Et elle a été très influencée par un économiste qui s'appelle Dickman, qui a beaucoup écrit dans la revue de Souvarine, justement la critique sociale, sur les questions d'entropie, de limite, etc., à l'accumulation des forces productives. Et donc, pour elle, le travail n'est pas en soi émancipateur. Le travail humanise, mais il n'est pas en soi émancipateur. Le travail est une souffrance, mais il y a la vérité du travail physique. Pour elle, c'est très important, cette vérité du travail physique, de faire corps avec le monde, de la confrontation à la matière. Et en même temps qu'elle fait la critique du capitalisme, elle fait la critique de la société industrielle, qu'on n'a pas dans la plupart des théoriciens marxistes. Elle fait la critique de la grande industrie, qui a pu engendrer le taylorisme, etc. Parce que la grande entreprise déracine le travailleur. Alors la question du déracinement, et ensuite de l'enracinement, ça va être vraiment un centre de la pensée de Simone Veil. Elle écrit dans la grande entreprise, le travailleur est déraciné sur place. Bien sûr, les chômeurs sont déracinés, mais la grande entreprise déracine. Le travailleur, il rentre comme dans un domaine étranger, il est dans une sorte d'exil, il est exilé de lui-même. Pas seulement aliéné, il est exilé, c'est un exil. Et donc, c'est un déracinement qui le prive de sa liberté. Et donc, dans les propositions qu'elle fait, c'est le démantèlement de la grande industrie. Elle dit il ne pourra pas y avoir de socialisme, il ne pourra pas y avoir, appelons-le socialisme ou autre, sur la base de la grande industrie capitaliste. Ce n'est pas simplement un problème de passage de propriété, c'est que les structures mêmes de la grande industrie empêchent mais ça, Gortz, c'est assez proche de Gortz là-dessus, c'est la grande industrie elle-même qui sécrète un exil radical du travailleur par rapport à sa propre condition et qui l'empêche d'exercer sa liberté. Donc, elle a été c'est là aussi qu'elle diverge avec certaines tendances du marxisme, elle a été très proche finalement du socialisme utopique, de ce qu'on a appelé le socialisme utopique, c'est-à-dire elle préconise les coopératives de production. Elle cite par exemple un socialiste du XIXe siècle, le socialiste révolutionnaire William Moritz. Il n'y en a pas beaucoup qui le citent, elle le connaît, qui justement aussi, en même temps que la critique du capitalisme, a fait la critique de l'industrialisme et pas simplement du capitalisme, alors qu'elle apporte cela. Donc ce qu'elle critique dans la grande industrie, c'est qu'elle dit le travailleur, le prolétaire, l'ouvrière, appelons-les comme on veut, finalement, il est pris dans un système qui le prive de ce qu'elle appelle, alors c'est une notion, Françoise va le développer, moi j'ai pas le temps, qui le prive de l'attention nécessaire à ce qui arrive. Il est pris dans le rouage. Il y a une phrase que je trouve très très bien, c'est que la société du travail n'est plus une société adossée à une nécessité qu'il convient d'accomplir, mais le travail devient une nécessité à soi-même, une nécessité en lui-même. Les machines ne fonctionnent pas pour permettre aux hommes de vivre, mais on se résigne à nourrir les hommes afin qu'ils servent les machines.
Et ça, je crois que ça résume un peu tout le rapport qu'elle peut avoir au travail. Et là, je vais conclure avec cela. Je disais, la conscience de classe, pour elle, reste extrêmement abstraite. Elle a vécu concrètement dans son expérience d'usine aussi, Françoise, je sais, va y revenir, la docilité. La docilité, la transformation à ce qu'elle appelle être des bêtes de somme. Et elle dit que bien sûr qu'il y a un désir de liberté, mais il y a aussi un désir de servitude. Il y a aussi un désir de servitude. Et il y a un consentement aussi à la servitude. Il n'y a pas que la conscience de classe du prolétaire qui est exploité, exproprié, etc. Et la grande industrie, le capitalisme, la grande industrie, conforte bien entendu ce désir de servitude, ce confort de la servitude. Et c'est dans ce sens qu'il y a son attachement à ce qu'on appelait le socialisme utopique. Elle est pour un démantèlement de la grande industrie. Elle dit on ne pourra pas, ce sont des casernes. Il y a souvent à l'emploi le terme de caserne. Et donc il faut démanteler la grande industrie, retrouver une spiritualité du travail, parce que sans un sens, une spiritualité du travail. Elle lie complètement la critique du capitalisme et la critique de l'industrialisme de la grande industrie. Elle le lie complètement. Alors que chez nombre de marxistes, ce n'est pas lié. Au contraire, dans le marxisme, la petite industrie, c'est le pré-capitalisme. Et les plus grandes chances, c'était une erreur fondamentale, et pas du socialisme, c'est là où s'était développée la grande industrie. Parce que la grande industrie émancipe en tant que telle, parce que c'est l'anonymat de la grande industrie, etc., et c'est là que le prolétaire peut le mieux s'organiser collectivement. Et donc il y a un mépris, pas chez Marx peut-être, mais chez beaucoup de marxisme, de ce qu'on a appelé le pré-capitalisme, la petite industrie, l'artisanat. Alors que chez Simone Veil, et non pas de manière réactionnaire, pas du tout de manière réactionnaire au sens de le passé, etc., mais c'est la valorisation au contraire de la petite industrie, de l'artisanat, pas au nom des valeurs du passé, au nom de la confrontation avec la matière du monde, la confrontation physique, manuelle avec la matière du monde. Cette idée du déracinement la rend pour moi assez proche de Hannah Arendt, parce que ce sont ces masses déracinées par le travail, mais déracinées aussi par le colonialisme. Elle a là-dedans aussi des textes sur le colonialisme comme déracinement. Elle a été dans les années 1930 une dénonciatrice véritablement du colonialisme français. Très forte, ce que lui ont reproché beaucoup de gens de gauche. La gauche, à ce moment-là, une grande partie de la gauche pensait que, en colonisant, on allait civiliser le monde. C'était aussi une pensée progressiste qui a animé un certain colonialisme. Et elle s'est vraiment heurtée à ces pensées-là dans les années 30. Et donc, cette pensée du déracinement, à travers le colonialisme, à travers le travail surtout, à travers aussi ce qu'elle appelle la modernité, qui s'est déracinée par rapport à ses propres sources, qui s'est déracinée et qui a déraciné les autres peuples, qui a finalement s'est déracinée elle-même en déracinant les autres peuples. La notion de racine même, dans un monde post-moderne, post-tout ce qu'on veut, cette notion, c'est comme la notion de limite, c'est la même chose. C'est quelque chose d'insupportable dans la philosophie néolibérale, etc. Parce qu'au contraire, c'est l'éloge de tout ce qui est flexible, qui n'a pas de consistance, qui est malléable, qui est transformable à l'infini. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est le néolibéralisme, le post-humanisme, tout ce qu'on veut, et c'est la peur de tout ce qui peut signifier un territoire, même parce qu'un territoire, attention, là aussi dans le territoire, aïe aïe aïe, c'est un enracinement, c'est pas bien, rien ne vaut la globalisation, les multitudes déracinées, parce que c'est avec ça qu'on va faire la révolution. Non. Elle, en tout cas, c'est son opposition radicale à ça. C'est pas avec des gens totalement déracinés qu'on pourra faire la révolution, qu'on pourra transformer le monde, parce que justement, bien souvent, quand on n'a pas de racines, on s'invente des racines imaginaires, loufoques et extrêmement dangereuses, bien souvent. Mais quand elle parle de racines, Simone Veil, c'est pas une racine unique
à laquelle nous serions assignés. Elle dit bien ce sont des racines multiples. Et même elle, quand elle parle d'elle, elle dit par exemple, moi je ne suis jamais rentrée dans une église, elle refuse l'institution. Elle refuse l'institution chrétienne et catholique parce qu'elle dit « mais c'est trop petit pour contenir tous les mondes que j'ai ». Parce qu'elle a d'autres mondes aussi. Donc il ne s'agit pas d'une assignation à une racine unique, hein, c'est bien des racines diverses. Et c'est, comment dire, ce qu'elle dit, c'est que cette nécessité d'enracinement, c'est pour pouvoir s'exiler justement. On ne peut s'exiler et se déraciner véritablement et cultiver ses marges que si par ailleurs on a des... et inventer d'autres mondes, justement, que si on a une sorte de sécurité, je ne sais pas comment le dire autrement, dans des racines. Ce ne sont pas des racines qui assignent. Au contraire, ce sont des racines qui permettent des racines tournées vers le ciel, comme disait François tout à l'heure. Et donc, elle voit venir les menaces. Hein, ces menaces des années 30, elle les voit venir. Elle va en Allemagne dans les années 31-32. Elle est d'une lucidité absolument incroyable par rapport à ce qui advient, y compris à la gauche allemande dans ces moments-là, qui plutôt que de combattre l'hitlérisme, se combat entre elles. Et là, elle en fait une critique extrêmement puissante dans plusieurs textes qui ont été réunis sur ses écrits d'Allemagne. À partir de déracinement, elle voit comment des masses déracinées sont prêtes à accepter le déracinement suprême, c'est-à-dire se confier à des sauveurs suprêmes, bon, en l'occurrence, tous les épisodes nazis et fascistes qu'il y a eu dans les années 30. Bon voilà, je suis désolée, mais Simone Veil était une lanceuse d'alerte, véritablement. Et je voudrais dire aussi que ces livres-là sont un accès pour des non-philosophes extrêmement facile, parce que c'est une philosophie vécue aussi. Ce n'est pas simplement, comment dire, bien sûr qu'il y a des soubassements philosophiques extrêmement importants, mais qui sont parfaitement accessibles, et je pense qu'il faut la lire. C'est Camus qui a permis que Simone Veil soit éditée. Rien n'a été édité de son vivant, sauf les articles qu'elle écrivait pour les syndicalistes, pour la revue La Critique sociale, pour la revue Le Prolétaire, pour des tas de revues comme ça. Ça, c'était publié de son vivant, mais tout a été publié après sa mort. C'est Camus qui a publié ses textes dans la collection qu'il avait chez Gallimard, et c'est Camus qui considérait que c'était pour lui le plus grand, on dirait la plus grande écrivaine du XXe siècle selon lui, parce que c'est en plus une belle écriture. Outre, elle a une très très belle écriture. Et Camus, quand il a reçu le prix Nobel, les parents de Simone Veil étaient encore en vie. La mère de Simone Veil, qui était une amie de Rosa Luxembourg, était encore en vie. Il est allé chez la mère de Simone Veil à Paris pour se recueillir dans la chambre de Simone Veil avant de prononcer son discours à Stockholm quand il a reçu le prix Nobel de littérature. Voilà, c'est tous ces liens qu'il y a autour de Simone Veil. Elle est très influencée par Gandhi aussi. Elle a lu les textes de Gandhi et elle développe une philosophie de la non-violence qui explique. Alors la non-violence, ce n'est pas du tout non plus refuser, loin de là, tout moment, justement. Mais elle refuse la violence devenue finalité, c'est-à-dire l'inversion des fins et des moyens. Or, ce qu'elle critique justement dans la guerre d'Espagne, ce qu'elle a pu vivre à la colonne de Ruti, c'est la violence qui devient finalité. C'est pas la violence en tant que telle, c'est la violence qui n'est plus simplement un outil, mais qui devient une finalité. Alors, elle est engagée dans la guerre. Elle le cite souvent, Gandhi. Elle l'a lu. Bon, comme aussi, elle est morte à 33 ans. Elle avait réussi à apprendre le sanskrit. Elle a traduit la Bhagavad Gita. Elle est influencée aussi. C'est pour ça que moi je suis horrifié quand on l'a réduit à cette dimension chrétienne, christique, je ne sais pas pourquoi. Elle a traduit la Bhagavad Gita et on peut trouver aussi dans cette idée de décréation quelque chose aussi qui vient de ces traditions orientales, traditions spirituelles orientales. Simone Veil insiste sur la force, sur l'importance, pas la force, l'importance
des marges dans la société. Et comment, justement, elle a une attention particulière aux vaincus quand même. Elle a une attention aux vaincus et une attention aux marges. Comment des mondes s'inventent aussi dans ces marges. Et pour pouvoir avoir cette attention aux marges, encore faut-il, comment dire, accepter une forme d'exil par rapport au monde dominant dans lequel nous sommes. En tout cas, cette idée de décréation, c'est aussi la possibilité, à un moment donné, alors je le dis autrement, hein, de devenir déserteur aussi, de déserter, de s'opposer, de déserter. Et il y a un culte des marges, les mondes nouveaux s'inventent dans les marges aussi. Mais encore faut-il laisser advenir cela. Alors, sur la guerre d'Espagne, bon, elle ne s'engage pas vraiment dans les brigades internationales. Elle s'engage volontairement, elle va à Barcelone en 1936, elle y revient à 2 reprises, et donc elle s'engage très clairement avec les anarchistes espagnols, mais pas les anarchistes seuls, hein, avec les syndicalistes, hein, et elle rejoint la colonne d'Urruti. Parce que justement, elle a une critique très forte de l'État, elle a une critique très forte déjà du stalinisme, etc., etc. Et donc elle s'engage vraiment auprès des anarchistes espagnols. Dans sa lettre à Bernanos, qui est une magnifique lettre où elle revient sur ce qu'elle a vécu en Espagne, il ne faut pas le voir comme un appel à l'inaction, mais comme parce que c'est vrai qu'elle a été témoin, y compris dans le cas anarchiste, de choses qu'elle estime absolument inadmissibles. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut abandonner l'action, mais qu'il faut toujours être dans l'attention par rapport à ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et que rien n'est donné a priori, hein, par rapport à un engagement. Et ça aussi, pour moi, j'ai trouvé beaucoup de, entre guillemets, leçons, parce qu'il ne s'agit pas, on pourrait entendre de la part de Simone Veil, un appel finalement à l'inaction, tellement il y a des pièges. C'est pas du tout ça, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Mais pour autant, il y a un appel à la lucidité, à la vérité, et qui, je pense, est véritablement nous parle aujourd'hui. Si on a fait ce livre aujourd'hui, c'est pas simplement comme exégèse de Simone Veil, hein, c'est comment Simone Veil nous aide à penser le monde aujourd'hui. Voilà.